Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Enchanté, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission en direct sur Sud Radio jusqu'à midi. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Comment ça va ? Ça va plutôt pas mal avec ce beau temps dehors, il tombe des hallebardes. Oui, alors sauf dans le sud où j'étais hier, vous étiez vous avant-hier sous la pluie. Exactement. Moi hier j'étais sous le soleil du côté de Nice où on a essayé une voiture dont vous parlerez qu'on a adorée. Ah ouais, pour moi c'est ma voiture de l'année, mais voilà. On en parle dans 15 jours. Ah, on peut pas dire ce que c'est tout de suite là maintenant. Si, on peut dire, ça s'appelle la Honda Prélude. Mais vous savez que quand j'avais 20 ans, je rêvais déjà d'une Prélude à l'époque. Laquelle génération vous ? La deuxième génération. Ouais. Moi j'ai acheté la troisième, celle avec les yeux qui se lèvent. Ouais. C'était la première voiture que je me suis achetée et j'avais 20 ans. Elle était Bordeaux. Je me la pétais. J'avais 20 ans au volant de cette petite voiture un peu sportive avec ses phares qui se levaient. J'ai adoré cette voiture. Et là, ça a été un coup de cœur pour toi et moi. Oui, la dernière, c'est vraiment... on vous expliquera pourquoi c'est un coup de cœur. On ne s'est pas laissé du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse à une voiture chinoise, une BYD. Alors, avec un petit nom très poétique, la BYD Seal 6 DMI Touring. Ok. Ça fait faire un petit peu long sur la carte d'identité. Alors c'est un grand break hybride rechargeable. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on devra peut-être passer régulièrement une visite médicale pour la conduire ? Si vous avez plus de 65 ans. Ouais, il est possible. Oui, vous savez que malheureusement en 1935, en 2035, en 2035, 30% de la population aura plus de 65 ans. D'où la question, doit-on faire passer une visite médicale aux conducteurs âgés? On va les appeler seniors pour mature, pour être poli. Donc on verra ça avec Alexandra Legendre qui est responsable du pôle études et communication de la Ligue de défense des conducteurs. Ils sont montés au créneau au niveau de l'Europe. Ouais, on en parlera en détail. Après, il faudra que ce soit une transcription dans la loi française. Ouais, mais c'est ça notre premier sujet, on le détaille dans quelques instants. On va parler également des forces de l'ordre et ça a fait beaucoup rire l'équipe ici de Sud Radio. Le thème du sujet, les forces de l'ordre se mettent à l'alcool au volant. C'est exactement ça. C'est une signature Jean-Luc Moreau sur les conducteurs. Et je vous en dirai pas plus, comme ça je suis sûr que vous restez. On va parler également de la loi montagne, puisque ça y est, c'est de vigueur. Ce week-end. On va encore taper sur TF1, vous allez voir, ça me fait rigoler. Oui. Et puis, on va aussi prendre le temps de rigoler un peu. Alors que c'est un sujet pas drôle du tout. Non. On va parler du protoxyde d'azote, donc ce gaz hilarant que les jeunes prennent. Danger. Oui, alors j'ai été surpris par les chiffres. Le nombre de jeunes qui prennent ce gaz hilarant récréatif, soi-disant, mais vous le verrez au volant, c'est un fléau. Ah, c'est dramatique. Allez, on parle de tout ça avec vous, vous le savez, 0826 300 300. Vous nous écrivez, vous êtes nombreux à le faire. On vous promet de toute façon à chaque fois régulièrement vous donner la parole à l'antenne. Vous nous écrivez sur jeparticipe@sudradio.fr et puis vous mettez bien On parle auto dans l'objet, vos coordonnées complètes avec votre numéro de téléphone. Puis vous nous appelez au 0826 300 300 dès maintenant si vous le voulez. C'est notre super Aude qui vous accueille au standard et qui est avec nous ce week-end et c'est un vrai bonheur. Jamel, lui, s'occupe de réaliser cette méga super extraordinaire émission de tous les samedis matins. Et quant à nous, on vous attend aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Voilà, j'ai tout mis dans le paquet cadeau. C'est parti, jusqu'à 13h midi. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Quel âge avez-vous, vous qui nous écoutez ? Allez-vous devoir passer régulièrement une visite médicale pour continuer de pouvoir utiliser votre permis de conduire? Alexandra Legendre, bonjour. Bonjour Alexandra. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Moi, je suis dans les Vosges et pas si mauvais. Profitez. Et vous avez quel âge, Alexandra? Même si je sais qu'on demande pas ça. Un gentleman, normalement, ne demande pas à une femme. Alexandra, dites-lui que vous n'avez pas d'âge. Une petite quarantaine d'années, c'est ça? Donc vous êtes encore... Voilà. Responsable pôle études et communication de la Ligue de défense des conducteurs. Bon, alors on va parler d'une réglementation européenne que vous avez réussi à faire assouplir, alors qui impose déjà, c'est pas la réglementation européenne qui l'impose, mais déjà dans certains pays d'Europe, notamment en Italie, on a des visites médicales obligatoires pour les seniors. Moi j'aime bien dire seniors, on va pas dire pour les personnes âgées. Parce qu'il y a or à la fin. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce que représentent exactement les seniors dans l'accidentalité routière, Alexandra ?
En fait, il faut quand même être très honnête. Quand on consulte les statistiques de sécurité routière officielles, on s'aperçoit que quand les plus de 75 ans sont impliqués dans un accident mortel, ils en sont responsables à 80%. Ça, c'est indéniable. En revanche, ils sont infiniment moins souvent impliqués dans des accidents mortels. Donc, si vous donnez que la moitié de l'information, forcément, vous dites, effectivement, il y a un problème. Ouais. Sauf qu'en fait, vous avez beaucoup moins de chances d'être responsable d'accidents mortels à plus de 75 ans que quand vous avez 18 à 25 ans. Le rapport, il est énorme entre les deux. Donc forcément, le problème, c'est qu'à chaque gros accident impliquant une personne âgée, les médias en font des tonnes. Alors qu'en vrai, malheureusement, dans la même période, vous aurez des jeunes conducteurs qui eux-mêmes seront responsables d'accidents mortels ou se seront tués au volant. Mais ça n'apparaît plus que dans la presse quotidienne régionale, tellement malheureusement c'est devenu normal. Alors, je vais me faire, j'adore ce rôle, je vais me faire l'avocat du diable. Voilà. Bon, même si Rémi Jossaume n'est pas là, Alexandra, on peut pas nier quand même qu'après 40 ans de permis, on a des connaissances du code de la route qui sont plus vraiment à jour. Ça nécessiterait, alors là pour le coup, c'est pas une visite médicale, mais peut-être une remise à niveau. Alors, on a l'impression, quand vous dites ça, que dans ces 40 ans, vous n'avez plus jamais retouché un volant. Donc, malgré tout, dans ces 40 ans, les conducteurs, en tout cas la plupart d'entre eux, continuent à conduire et s'habituent aux nouvelles infrastructures. Il y a 40 ans, il y avait 3 ronds-points qui se battaient. Il n'y avait pas de ralentisseur, tiens, c'est marrant ça. Il n'y avait pas de ralentisseur. Bon, toujours est-il que, bien sûr que, notamment sur les panneaux de signalisation qui changent régulièrement, il y en a de plus en plus. C'est sûr que là, moi-même, je suis probablement, parfois, il y en a certains qui m'échappent. Mais ça, il faut mettre en place effectivement, pourquoi pas, des modules de formation, mais avant tout de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'en vrai, qui sait, qui n'est pas dans le métier, qui sait qu'il y a des nouveaux panneaux de signalisation qui arrivent. Il y a très peu d'informations. Et puis, rien n'empêche les gens qui en ressentent le besoin de reprendre des cours, effectivement. Ou d'aller sur Internet et de vérifier Internet un petit peu ce qu'il y a de nouveau, parce qu'il y a des sites sur lesquels on peut trouver les nouveaux panneaux, les nouvelles réglementations. Ouais. Bien sûr, encore faut-il le savoir. Voilà, déjà. Bon, on est d'accord quand même que certaines personnes très âgés ont des soucis de santé qui, normalement, ne devraient pas leur permettre de prendre le volant. Or, il n'y a rien qui oblige ces personnes-là à ne pas prendre le volant. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver, avant d'en arriver à la sanction, parce que pour moi, c'est une sanction de la visite médicale obligatoire, et on va l'expliquer pourquoi après, pourquoi les médecins ne peuvent pas interdire à ces personnes-là ou les diriger vers d'autres médecins qui leur interdiraient la conduite? C'est possible aujourd'hui en France, ça ou pas déjà? Alors, c'est pas possible et ça vaut pour tous les âges. C'est-à-dire que si vous sortez d'une opération et que votre chirurgien vous donne des antalgiques assez puissants, lui, il va vous dire attention, ne prenez pas le volant avec ces médicaments, c'est trop dangereux. Mais dès que vous avez passé la porte du médecin, rien ne vous empêche de prendre le volant. Il n'y a pas de contrôle. Donc, de toute façon, effectivement, mais là encore, on passe par de la sensibilisation. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas, qu'on oublie ou auxquelles on n'a pas envie de penser ou auxquelles on n'a pas été pour lesquelles on n'a pas été informé. Donc il y a tout un travail en amont de sensibilisation, effectivement, avant que la sanction, comme vous dites Jean-Luc, pardon, comme vous dites, avant que la sanction. Non, ça c'est les premiers signes de la sénilité. Hein, on commence à oublier à qui suis-je en train de parler, s'il vous plaît? Ouais, donc on pourrait faire, je pense à tous les ophtalmos qui voient des gens, alors eux ils les voient les gens, mais les gens qui voient rien et qui repartent au volant de leur voiture, c'est hallucinant. J'en connais. J'en connais qui conduisent et qui savent que ça freine quand il y a du mou dans la laisse du chien. Ouais, mais moi, pour être très honnête, je suis très, très mitigée sur ça. C'est-à-dire que personnellement, je me dis que c'est pas complètement ridicule qu'à partir d'un certain âge, alors peut-être que 65 ans c'est trop jeune parce qu'aujourd'hui c'est plus comme nos parents ou nos grands-parents, mais c'est peut-être pas si ridicule que cela que à partir d'un certain âge, les gens vont régulièrement chez le médecin. Et ben dans ces cas-là, le médecin fait juste un petit truc comme quoi, un petit passage, ok ou pas ok. Oui, il faut pas que ce soit vu déjà la saturation du système de santé français ou pour avoir un pour avoir un rendez-vous chez mon généraliste. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Oui, Alexandra. Concret. Il faut 2 mois.
j'ai eu quelqu'un à l'association cette semaine au téléphone, une dame qui avait 79 ans et qui a tapé sa roue en sortant d'un stationnement couvert, d'un parking souterrain. Elle a mal négocié son virage, donc elle devait être à 5 km/h, et elle a tapé la roue et elle a perdu le contrôle de sa voiture qui allait s'encastrer dans le mur. Donc tout ça à très basse vitesse. Eh bien, les forces de l'ordre sont arrivées pour s'assurer qu'elle se portait bien. Et cette dame se retrouve aujourd'hui avec une visite médicale et elle est complètement paniquée. Elle m'a dit j'ai jamais eu d'accident et tout. Et là j'ai juste tapé une roue dans cette, vous savez, c'est ce parking mal fichu. Ouais. Je lui dis mais il n'est pas une question d'âge. Qui n'a jamais tapé une roue dans ces conditions-là? Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'âge. C'est juste vous avez eu peur, vous êtes fait peur en tapant. Et cette dame aujourd'hui effectivement, alors qu'elle a jamais eu le moins de soucis et que son souci là en l'occurrence il arrive à tout le monde, elle se retrouve avec une visite médicale. Donc les forces de l'ordre peuvent imposer une visite médicale. Oui, donc c'est ça. Et puis l'autre danger de cette histoire, mais je suis vraiment mitigée, moi pour le coup je suis ni blanc ni noir, mais il y a quand même plein de choses qui me posent question. L'autre danger de cette histoire, c'est que si effectivement, imaginez-vous, vous allez 65 ans dans à peu près 20 ans, Jean-Luc. Imaginez qu'on vous refuse. Si j'ai du liquide sur moi. Imaginez qu'on vous faites votre visite médicale et là le médecin vous dit non, vous ne pouvez plus conduire à cause de ça. Ouais. D'abord, sur quels critères on va le faire et quelle va être votre vie derrière, quelles conséquences. Même si je suis d'accord, il y a aussi une partie de peut-être qu'à 80 ans, moi mon grand-père à 80 ans, c'était un danger public. La famille, on lui a dit non, arrête. On a essayé de dire moi mon père, c'est moi qui lui ai interdit de conduire. Mais nous on a essayé de se battre. Il a jamais accepté jusqu'au jour où les clés, puis voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, mon problème il est là. Est-ce que ça marche déjà dans les pays où il y a... Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Qu'est-ce qu'on fait le jour où il y a une erreur médicale alors que normalement vous pourriez continuer de conduire et que ça vous casse votre vie sociale? J'en sais rien. Il faudrait demander aux Italiens, par exemple, ce qui se passe à ceux à qui on retire le permis. Est-ce que, Alexandra, déjà c'est efficace dans les pays où il y a une visite médicale? Est-ce qu'il y a moins d'accidentalité? Mais non, on n'a aucune remontée de ce type-là, aucune enquête de terrain n'est réalisée, on n'a aucun chiffre sur l'efficacité de cette mesure. Et nous, on a toujours au téléphone des gens qui nous disent « mais moi j'habite dans un tout petit village, la boulangerie est à 8 km, si vous m'enlevez mon permis, je vais acheter une voiturette. » ou alors je me trouve dans un EHPAD et ça c'est d'une violence quand vous avez ces gens-là au téléphone parce que vous êtes impuissant et qu'il n'y a aucune mesure alternative de mise en place. Il y a un océan entre supprimons, interdisons aux plus anciens de conduire et comment on les aide à avoir une vie sociale et à continuer à vivre dans leur maison parce que on n'est pas égaux face à la vieillesse. La vieillesse, je le dis tout le temps, c'est pas une maladie. Moi mon père il a 84 ans, je viens de conduire, j'ai roulé avec lui hier. Il est très prudent, il conduit bien et il vit à l'extérieur de la ville. S'il a plus de voiture, oui, mais Alexandra, qui va pas bien, on peut pas faire des cas particuliers. Vous savez bien, on est une société, on gère des millions d'habitants. Enfin, on gère pas moi, mais justement, on peut pas faire des cas particuliers. Mais les cas particuliers, ils sont montés en épingle parce que les cas particuliers, ce que vous appelez, c'est aussi les accidents mortels qui sont ultra médiatisés. Et de ces cas particuliers, justement, on va faire une généralité. Moi, je vous dis pas qu'on est contre. Le problème, c'est l'obligation et le stress que ça implique pour tout le monde. Parce que la visite médicale, en fait, au moment du renouvellement du permis, la directive européenne explique que ce sera pour tout le monde. Oui. Donc, on va devoir renouveler notre permis tous les 15 ans. Je parle bien du document administratif. Tout le monde, sur le papier, devrait passer une visite médicale. Pourquoi ça? Parce que, justement, on n'a pas voulu pointer du doigt une partie de la société en particulier. Et c'est bien ou pas bien ça? Vous n'allez pas passer une visite médicale dans les mêmes conditions nerveuses et psychologiques à 40 ans qu'à 80 ans. L'enjeu, il n'est pas du tout le même. Et donc, en vrai, bien sûr qu'il faut l'entourage soit beaucoup plus sensibilisé, que le médecin ait peut-être plus de moyens pour accompagner la personne, mais qu'une visite médicale, en plus à cet âge-là, les visites médicales, justement en mesurant l'enjeu de la décision du médecin qui fera cette visite, vous imaginez l'état de stress de ces personnes. Elles ne seront même pas en état naturel de répondre correctement. Bien sûr. Alexandra, on a parlé d'alternatives à cette visite médicale, une déclaration. Est-ce que ça vous semble plausible, possible? Une déclaration personnelle. Et de toute façon, la France devra faire un choix. Pour l'instant, il n'y en a pas. L'Europe a dit on peut mettre en place effectivement des mesures alternatives. Ça ne veut pas dire que la France va les adopter.
Ah ben ça c'est toute la question en effet. Donc il y a une petite quinzaine de jours, les députés européens ont effectivement confirmé. Alors c'est toute l'Europe. Hein, je vous explique la phrase. En gros c'est on confirme l'obligation de passage de visite médicale au moment du renouvellement de permis, mais les États membres peuvent choisir une solution alternative s'ils le souhaitent. D'accord. Donc en gros dans la même phrase vous avez une obligation et puis le moyen d'y échapper. Et donc pour nous c'était quand même une très bonne nouvelle parce que justement les portes des alternatives ne sont pas fermées. Donc c'était déjà une première victoire à l'échelle européenne. Maintenant effectivement cette directive européenne il faut qu'elle soit transposée en droit français et là on a 3 ans jusqu'à 2028 pour le faire et là effectivement c'est là que la question se pose, est-ce que la France va imposer ou pas une visite médicale? De notre point de vue même de manière très pragmatique c'est complètement impossible. Déjà quand vous voulez prendre une visite, un rendez-vous chez le médecin quand vous habitez à la campagne, c'est l'enfer. Moi, il me faut des fois 2 mois pour voir mon généraliste. Oui, vous imaginez quand même. Alors, voilà. Rapidement pour conclure, Alexandra, parce que c'est un sujet dont on va reparler d'ici 2028. On est bien d'accord. Peut-être même avant la fin. Avant la fin de l'année, oui. Ouais. Et puis, moi, j'aurais tellement aimé aussi. Vous n'hésitez pas, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, appelez-nous pour réagir aussi en direct au 0826 300 300. Alexandra, on va être obligé malheureusement de vous souhaiter un bon week-end. Oui, bon week-end dans les Vosges. Ouais. Merci à vous. Et Alexandra Legendre, responsable pôle études et communication de la Ligue de défense des conducteurs, qui était avec nous sur Sud Radio ce matin sur ce sujet, sur la visite médicale périodique obligatoire pour le permis de conduire à partir de 65 ans. C'est un peu un marronnier tout ça. Alors, c'est pas à partir de 65 ans. Hein. C'est à chaque fois qu'on renouvelle son permis, on devra passer une visite médicale. Que vous ayez 15 ans, enfin 40 ans, enfin pas 15 ans, 15 ans de permis, je veux dire, 30 ans de permis, exactement. Ok. Ouais. Bon on en reparlera, vous l'avez bien compris. Allez, à suivre, on va parler de Gwendal qui a une question à nous poser, qui va nous rejoindre au 0826 300 300 et après ce sera l'essai de l'ami Jean-Luc avec la BYD Seal 6DM e-Touring. Je reprends mon souffle. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et tout de suite, on vous accueille. Bonjour Gwendal au 0826 300. Bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Il est content. Il est content Gwendal parce que 2 fois de suite on n'a pas pu le prendre parce qu'on a eu pas mal de choses à faire des fois. Parce que Laurent c'est très bavard. J'étais malade aussi. C'est vrai. Ça va mieux quand même. T'es une mauvaise langue, l'ami Jean-Luc. Juste une chose, Gwendal, on rappelle à tout le monde. Gwendal nous a écrit je participe à @sudradio.fr. Vous mettez on parle auto et on vous rappelle. Et vous n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone. Alors je vais vous dire la vérité, s'il n'y a pas votre numéro de téléphone. On s'embête pas à être obligé de vous renvoyer un mail pour vous demander le numéro de téléphone. Malheureusement, on ne prend pas votre question s'il n'y a pas votre numéro de téléphone. Gwendal, on vous écoute. Alors, moi, j'ai donc du coup, c'est pour ma voiture Sandero en GPL. Donc, j'ai dû changer la batterie parce que j'avais appelé avant de la changer. De quelle année? Alors, elle est 2021. D'accord, ok. Voilà, donc j'ai changé la batterie. Déjà, 4 ans, vous avez déjà changé la batterie. Il y a eu un souci, je pense. Je pense que le propriétaire d'avant, il mettait beaucoup de start et stop, je pense. Et elle a été mal entreposée. Enfin, je sais pas ce qu'il a foutu, mais bon, la batterie était vraiment malade. Et du coup, donc là, ils l'ont changé. Ils ont mis une batterie, alors de la marque, je sais pas si je vais mettre la marque, mais c'est. Oui, Banner. allez-y. Allez-y. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Banner, c'est des très bonnes batteries. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la qualité d'une batterie? Alors, je parle des batteries 12 volts qui vont dans les voitures. Je parle pas des batteries de traction des véhicules hybrides ou des voitures électriques. Sont des batteries au plomb. Et vous allez voir, c'est bête. Pour savoir si une batterie au plomb, elle est de bonne qualité, qu'est-ce que vous faites, Laurence? Rien. Vous la soulevez. Et je sais pas, j'y connais rien en batterie. Si à taille équivalente, elle est plus lourde, elle est de meilleure qualité. Ça veut dire que les plaques de plomb sont plus épaisses et que cette batterie, elle va durer plus longtemps. Ça, c'est dans les magasins où on peut les choisir. Exactement. Voilà. Donc c'est tout bête. C'est comme pour les melons, vous les sous-pesez au moment de les acheter. Et il y a certaines marques qui proposent des batteries de meilleure qualité. Alors déjà, vous savez qu'on recycle le plomb des batteries pour faire des batteries. Une batterie avec du plomb recyclé sera moins bonne qu'une batterie avec du plomb qui n'a pas été recyclé. C'est mieux quand même peut-être que d'acheter une... Et il y a certaines marques qui sont mieux que d'autres, et vous venez de citer Banner, et ça c'est une des marques, on va dire dans les 3 marques qui sont aujourd'hui certainement les plus fiables. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. Et ma première question, c'est Banner AGM.
Et alors AGM, ça veut dire quoi? Que j'ai regardé sur Internet et il disait qu'on ne peut pas les recharger avec le chargeur intelligent. Moi, tous les mois ou tous les 2 mois, je recharge ma batterie. Et sur Internet, il disait qu'on ne peut pas charger ses batteries à... vous savez, même Emmanuel Macron a dit attention à tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit sur Internet. C'est pour ça que je vous ai appelé. Ouais, voilà. C'est pour ça que je vous ai appelé. Alors une batterie AGM, c'est quoi? Une batterie AGM, c'est une batterie qui, au lieu d'avoir un liquide à l'intérieur, un gel, mais c'est surtout une batterie qui est, on va dire, un peu renforcée par rapport à une batterie normale. Il y a ça sur les voitures qui ont des stop and start. Parce que le stop and start... Alors le stop, tout à l'heure, j'ai bien aimé, parce que quand vous m'avez dit l'ancien propriétaire, il a certainement beaucoup utilisé le stop and start. Le stop and start, je vais vous le dire, c'est un fake. Voilà. Ouais. Le stop and start, c'était efficace avec l'ancien protocole d'homologation. Ça permettait d'économiser des grammes de CO2 pour l'homologation. Dans la réalité, le stop and start, c'est plus un inconvénient qu'un avantage. D'ailleurs, il y a beaucoup de voitures aujourd'hui qui font un peu l'impasse sur le stop and start. Moi, je l'enlève. Pourquoi? Parce que d'abord vous allez faire travailler votre démarreur beaucoup plus. Alors c'est des démarreurs renforcés, mais il va mourir plus rapidement. Et puis ça sollicite énormément les batteries. Et une voiture avec un stop and start qui est utilisé régulièrement, la durée de vie de la batterie c'est 4 ans. Et ça a été mon cas. Et vous allez doubler la durée si vous n'utilisez pas le stop and start. Donc, voilà, c'est ça. Moi, ça a été mon cas. Pour une économie de carburant, franchement, qui est extrêmement minime. Et en plus, on commence à économiser du carburant à partir de 10 secondes d'arrêt moteur. Quand on change la batterie pour une stop and start, on est obligé d'avoir une batterie spéciale pour le stop and start. Voilà, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Alors, est-ce qu'on peut recharger? Voilà la deuxième question. Est-ce qu'on peut recharger Jean-Luc Moreau, sur Sud Radio. Une batterie stop and start? Oui, avec un chargeur adapté. Si par exemple vous prenez un chargeur CTEC, il y a une position AGM sur le chargeur CTEC. Pourquoi? Parce que si vous l'avez pas sur votre chargeur, ça va charger quand même, mais moins bien. Parce qu'une batterie stop and start, elle doit être chargée à 14,7 volts et pas à 14,4 volts. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Si, ça change un peu, parce que sinon vous la chargerez jamais totalement. Donc il y a des batteries qui font charge AGM. Alors, des chargeurs de batterie qui font charge AGM, je vous ai cité CTEC parce que c'est le leader mondial, mais il y a d'autres marques. Il faut juste, au moment de l'achat du chargeur, vérifier qu'il y a bien une position AGM pour charger la batterie. Vous avez tout intérêt, on va le répéter. Aujourd'hui, pour faire des économies de carburant, l'alternateur ne fonctionne pratiquement pour recharger la batterie que dans les phases de décélération de la voiture. Donc la batterie, elle n'est jamais chargée complètement. C'est pour ça que, au minimum, tous les 2 mois, il faut mettre sa batterie en charge, si on peut le faire évidemment. Tout le monde n'a pas une prise dans la rue. Mais il y a des chargeurs aujourd'hui de plus en plus qui ont des petites batteries intégrées qui permettent de recharger sa batterie principale. Et ça, il faut le faire. Ça permet de prolonger. Vous allez investir 50 € dans un chargeur de batterie et vous allez doubler la durée de vie de votre batterie. Ça vaut le coup. Donc, parce qu'elle valent cher. Moi, c'est vrai que ma batterie, mon chargeur n'a pas la mention AGM. Alors moi, je le fais sur mes voitures, mais bon, après... Donc j'achète. Voilà, c'est un cadeau de Noël. Vous pouvez tout de suite le mettre dans la liste pour le Père Noël. Je vais me faire mon cadeau. Je ne sais pas si j'ai le temps d'avoir une deuxième question, une troisième question. Alors super vite. Super vite. En fait, ils m'ont mis une 70 ampères heure. Celle d'avant, c'était une 60. Est-ce que ça a une conséquence? Est-ce qu'elle est à la même taille? Ce qu'il faut, c'est pas faire trop peiner l'alternateur. Mais comme je vous ai dit, cette marque, la Banner, c'est des batteries de meilleure qualité. Donc, dans le même encombrement, vous allez avoir effectivement une puissance qui va être supérieure parce que c'est des batteries de meilleure qualité. Non, avec 10 ampères-heure d'écart, il n'y a pas une grosse différence. Il vous aurait mis une batterie, vous auriez eu une 40 ampères-heure, il vous mettait une 60. Bon, là, c'était pas bon. Mais là, on passait de 60 à 70, il n'y a pas de souci. Voilà, Gwendal. On a tout répondu. Très clair, très net. C'est Jean-Luc, c'est comme ça. C'est Monsieur Moreau. On vous embrasse fort. Merci à vous. Merci Gwendal. Et puis, bonne journée. Restez avec nous, l'émission dure jusqu'à midi, puis après Sud Radio c'est tout le week-end, donc vous pouvez rester branchés. Et on vous embrasse. La semaine, aussi, même toute l'année, même d'ailleurs. Même 24, 365 jours par an. Allez, on vous embrasse fort, Gwendal. Passez un bon week-end, en espérant que là où vous êtes, il fait un peu meilleur que là où nous sommes, parce que ça pleut des cordes. Allez, dans quelques instants après la pause, l'ami Jean-Luc prend le volant, que vous retrouverez sur la page YouTube de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, on parle auto.
et on prend le volant. Et on va prendre le volant d'une BYD. Je vous rappelle que vous retrouverez l'essentiel de l'essai de l'ami Jean-Luc sur la page YouTube de Sud Radio. Un essai qui est long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture parce qu'elle est très spéciale. Alors vous savez, Laurence, que l'Europe a décidé de taxer les voitures électriques chinoises. Est-ce que d'après vous, c'est une bonne idée ? Je ne suis pas sûr que les taxes en général soient une bonne idée. Oui, alors on peut penser effectivement que ça va enrayer l'invasion chinoise. Bah non, hein, on peut penser que la déferlante va s'arrêter, mais malheureusement l'Empire du Milieu a réagi. L'essai d'aujourd'hui en est un bel exemple. Il s'agit d'un grand break qu'on va qualifier d'hybride rechargeable, pour que tout le monde comprenne, qui utilise une technologie qui est quand même différente de celle des Européens. Alors BYD l'appelle cette technologie le super hybride. Est-ce que c'est hybride. Un super héros? Alors déjà, cette BYD Seal 6 DMI ici en version break qui s'appelle Touring offre pour commencer un design très européen. C'est normal puisque la voiture a été conçue spécifiquement pour le vieux continent. Les Chinois n'aiment pas les breaks. Ces formes sont assez fluides. Le constructeur dit elles sont inspirées de l'océan. Ouais. On peut dire ça, il y a comme un aileron de requin à l'avant pour ceux qui voient la vidéo. À noter, tant qu'on est à l'avant, qu'on a des projecteurs full LED, quel que soit le niveau de finition. C'est une grande voiture dans la catégorie, elle mesure 4,84 m de long. Bon, logiquement, comme elle est grande, on se dit qu'on va avoir un grand coffre. Et vous savez quoi ? Vous avez raison. Il affiche 500 litres sous le cache-bagages et même 675 litres jusqu'au plafond. Il est vaste et puis il est pratique parce que son seuil de chargement est bas et surtout on a une ouverture qui est carrée, ce qui permet de mettre de grands bagages. Autre avantage de cette longueur conséquente, les places arrière sont dignes d'une limousine. Les passagers ont beaucoup de place pour leurs jambes et puis cette impression d'espace, elle est encore renforcée par un toit panoramique vitré qui n'est pas juste une dalle en verre puisqu'il est ouvrant et ça, c'est livré en série. Bon, tout n'est pas parfait pour autant. Le petit écran qui est face au conducteur et qui sert de compteur possède un affichage qui est trop petit à mon goût. Vous allez me dire, ouais, vous êtes vieux, vous voyez pas bien. Non, c'est vrai que les chiffres sont affichés en tout petit. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quelques radars sur les routes. Il vaut mieux qu'on voit la vitesse affichée en grand. L'infodivertissement, en revanche, est plus généreux. 12,3 pouces sur notre modèle d'essai, mais il dépasse les 15 pouces sur les versions supérieures. Il propose rien de révolutionnaire en termes de menu ou de réactivité. Et il impose, hélas, de passer par lui pour les réglages de la climatisation. Il y a quand même quelques touches physiques sur la console centrale. Le bouton de démarrage, un contacteur pour le passage du mode électrique au mode hybride, une molette pour le contrôle audio et une autre pour le changement des modes de conduite. Il y en a 5, c'est assez classique. Les matériaux sont de bonne facture et puis les ajustages sont tout à fait dans les standards européens. On a un bandeau de tissu Alcantara qui habille le milieu de la planche de bord et puis un autre bandeau, un tissu pour la partie supérieure. Les plastiques sont moussés presque partout, sauf pour la partie basse du tableau de bord et le bas des contreportes. La plus grosse originalité cependant de cette voiture, c'est son système de propulsion. Je vous ai parlé du super hybride. Sous le capot, on trouve un moteur essence 4 cylindres, 1,5 litre de 97 chevaux qui affiche un rendement record de 43%, c'est mieux que les meilleurs diesels. Il est associé à un bloc électrique qui regroupe 2 moteurs électriques. Le premier, c'est un moteur de traction qui développe 145 kW et 300 Nm de couple. Le second, c'est un générateur. Ça permet à cette Seal 6 DMI de fonctionner soit en hybride série, donc le moteur thermique sert de groupe électrogène au moteur électrique de traction, soit en hybride parallèle, le moteur thermique et le moteur électrique entraînent les roues en même temps, soit en mode 100% électrique. La puissance totale, elle est de 212 chevaux. Et puis de plus, cette cavalerie est alimentée par une généreuse batterie lithium-ion de 19,1 kWh de capacité. BYD annonce une autonomie électrique de 105 km. J'ai pas pu la vérifier car quand j'ai pris la voiture, elle n'était qu'à 80% de batterie. Mais d'après notre consommation, ce chiffre paraît crédible. Vu la vocation familiale de la voiture, en revanche, j'aurais aimé des suspensions un peu plus moelleuses. On est ici dans l'esprit confort ferme des voitures allemandes d'il y a 20 ans. De même, la direction manque
un peu d'assistance. L'explication, c'est que les ingénieurs chinois ont tenu compte des remarques des utilisateurs européens qui veulent un toucher de route plus viril. Le système super hybride, lui, ne se fait pas remarquer. Ça signifie que les transitions entre les différents modes de propulsion sont imperceptibles, hormis lorsqu'on force le fonctionnement en 100% électrique. C'est l'électronique qui gère automatiquement le passage d'un mode à l'autre. Ainsi, si on accélère fortement, on passe en hybride série avec les deux moteurs qui entraînent les roues. Le moteur thermique très discret se manifeste un peu avec une sonorité qui n'est pas désagréable. C'est beaucoup moins désagréable en tout cas que dans les hybrides Toyota. Et les performances sont bonnes, 0 à 100, 8 secondes 5. Mais c'est surtout la tenue de route qui m'a surpris. Ce gros break de 1805 kg est vif, vire à plat, se montre précis dans les trajectoires. Bref, il est très agréable à conduire. Sur autoroute, en revanche, l'insonorisation n'est pas parfaite. C'est dommage parce qu'on peut aller loin avec cet hybride rechargeable. BYD annonce une autonomie de 1350 km. Une des explications, c'est la consommation faible. À 130 km/h, j'ai réalisé 6 litres 2 au 100. Sur route, j'ai noté une consommation de 9,1 kWh au 100 km et 1,9 litres au 100. On traduit en conso standard, ça fait une moyenne de 4,5 litres au 100 km. C'est vraiment très bien. Évidemment, comme c'est une hybride rechargeable, on peut la recharger à la maison ou sur une borne extérieure. En courant alternatif, 6 kW max. En courant continu, 26 kW. Ça signifie qu'en 26 minutes, on peut passer de 30 à 80% de la capacité de la batterie. Donc si vous arrêtez au resto le midi, vous repartirez avec une batterie chargée. Encore une fois, la conclusion, elle n'est pas très rassurante pour les constructeurs européens. Cette grande voiture qui offre un bon agrément de conduite, un équipement complet et puis affiche des consommations de petites citadines, démarre en effet à 38 490 € avec une batterie d'une capacité plus faible, 10 kWh. Et puis avec la grosse batterie et la finition haute, on est à 43 080 € le tout. Avec une garantie de 6 ans, il va vraiment falloir que les constructeurs européens se bougent et baissent leurs tarifs. Je vous rappelle que le prix des voitures en 3 ans a augmenté de 24% dans notre pays. Il serait temps, si vous nous écoutez, monsieur Renault, Peugeot, Citroën, de baisser le prix des voitures. Sinon, vraiment, vous êtes morts. Dans 5 ans, l'industrie automobile européenne et française aura disparu. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que vous recevez et que vous pouvez retrouver l'essentiel et la totalité de l'essai vidéo de cette voiture par Mr. Jean-Luc Moreau pour Sud Radio sur la page YouTube de Sud Radio. Allez, on va passer à un tout autre sujet maintenant dans quelques instants avec cette question, enfin c'est pas une question mais avec un titre un petit peu provocateur de la part de l'ami Jean-Luc Moreau. Les forces de l'ordre se mettent à l'alcool au volant. 3 petits points, restez avec nous pour en savoir plus dans quelques instants. Vous êtes sur Sud Radio, ne changez rien parce qu'on y est bien. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va parler d'alcool au volant. Avec ça, c'est une belle idée de l'ami Jean-Luc. On va accueillir Jérôme Loubert. Je ne dirai rien pour l'instant. Jérôme Loubert, responsable développement de Flexfuel Énergie, développement Europe. Bon, ça y est, vous avez tout dit. J'ai donné la clé. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous les deux. Et Jérôme fait aussi du vin. Ah bon? Un petit peu aussi, oui. Ouais. D'accord. Donc, quand on parle d'alcool au volant, vous êtes vraiment l'interlocuteur, finalement. Mais en fait, il participe à un joli petit domaine et voilà, donc quelqu'un que j'aime doublement. Alors, on va vous expliquer. C'est pas que la police et la gendarmerie va se mettre à boire lorsqu'ils prendront le volant. Ce sont leurs voitures qui vont boire de l'alcool, en l'occurrence du super éthanol E85, grâce à des boîtiers qui vont être installés. C'est un gros marché. C'est un peu plus de 40 000 véhicules des forces de l'ordre qui vont être équipés. C'est ça, Jérôme ? Tout à fait, oui. C'est un marché approximativement de 40 000 véhicules qui peut même monter au-delà de 50 000 véhicules dans les différents parcs auto, à la fois de la gendarmerie, de la police nationale, mais également des douanes. Et donc, il y a énormément de véhicules en proportion qui sont des véhicules essence et compatibles à la transformation avec un boîtier éthanol homologué. D'accord, donc c'est un boîtier qui va être monté sur ces voitures. Alors la question que je vais vous poser juste derrière, on a tous vu les 3008 et les 5008 de la police qui sont équipés de moteurs PureTech. Ça va pas poser un petit problème de les passer à l'éthanol ? Alors évidemment, c'est des motorisations assez sensibles. Ils n'ont pas attendu l'éthanol pour tomber en panne, évidemment. Donc les ateliers qui sont des SGAMI de la police nationale, de la gendarmerie, sont très au courant des problématiques de maintenance sur ces véhicules. On va évidemment plutôt équiper des véhicules
comme des 1,3 litre TCE de chez Renault, comme des 1,5 litre TSI du groupe Volkswagen en priorité. Puis après, ça sera à la discrétion des différents techniciens d'équiper ces véhicules, puisque ce sont les techniciens du ministère de l'Intérieur qui vont faire les transformations. D'accord. Vous n'allez pas me donner le prix, évidemment, auquel vous vendez les boîtiers à l'État, mais c'est quoi la démarche? C'est une démarche environnementale ou c'est une démarche économique purement? Ou les deux. Alors, ou les deux. C'est les deux, puisque on parle quand même de plusieurs centaines de millions potentiels d'économies sur les 4 ans de marché public, puisque c'est un marché qui va durer au minimum 4 ans. Selon le nombre de véhicules qui vont être équipés et le kilométrage ainsi que les consommations, c'est d'énormes économies pour l'État, donc ça va pouvoir être réattribué évidemment pour d'autres budgets du ministère de l'Intérieur, notamment les équipements par exemple ou le renouvellement du parc. Et puis évidemment il y a une vertu écologique très importante, je le rappelle, l'éthanol c'est 90% d'émissions de particules en moins, 50% d'émissions de CO2 en moins, donc évidemment c'est une solution pour faire la transition écologique de ce parc du ministère. Et puis c'est un carburant qui est produit en France majoritairement, donc ça compte aussi pour l'indépendance énergétique de notre pays. Mais dites-moi, j'ai encore une question piège, Jérôme. Alors ils roulent beaucoup déjà, hein, nos amis de la gendarmerie et de la police, ils font beaucoup de kilomètres. Ils vont économiser combien sur chaque véhicule, à peu près combien par an? Parce qu'on dit pour un particulier qui roule environ 13 000 km, c'est 700 € environ d'économie par an. Là, ils tablent sur quoi? Non, mais vous avez donné le global, En moyenne, on est entre 25 et 30 000, donc on est environ 1500, 1600 € d'économie annuelle par véhicule. Ouais. Alors la question piège, hein, vous l'attendiez sans doute, c'est que vous avez vu dans la loi de finances, il était question de supprimer l'avantage fiscal qui était accordé au superéthanol 85. Normalement, ça se fait pas. Il y a eu un amendement qui devrait le supprimer, mais il est possible qu'on revienne au texte initial. Si personne n'arrive à se mettre d'accord, la loi de finances, on peut repartir à zéro et ça peut effectivement être mis en œuvre. Vous avez des infos supplémentaires sur ça ou pas? Parce que ça serait se tirer une balle dans le pied pour l'État de dire on monte des boîtiers super éthanol sur nos voitures et puis demain on retire les avantages fiscaux. Oui, alors évidemment, il n'y a pas eu de coordination des deux. Hein. Le marché, l'appel d'offres, ça fait bientôt 4 ans qu'on travaille dessus, donc on n'était pas du tout au moment d'une éventuelle taxation. Aujourd'hui, la proposition a été faite dans le PLF, elle a été amendée, et donc ça fait vraiment l'unanimité. On a un consensus, hein, on a plus de 85% de l'hémicycle qui est favorable au retrait de cette éventuelle taxation. Et si le texte repart parce qu'il n'est pas voté, il va au Sénat, et au Sénat, là aussi, on a quand même un fort consensus, peut-être même meilleur qu'à l'Assemblée, puisque les partis qui vont du Rassemblement national jusqu'au Parti socialiste sont encore plus majoritaires au Sénat. Donc pas de risque pour la taxation de l'éthanol. Et il y a un avantage à ça, c'est que ça a permis de montrer le consensus justement, et on ne devrait pas en entendre parler de nouveau pendant un bon moment. Donc pas de problème de timing alors? Pas de problème de timing, voilà, petit problème de communication tout de même, mais pas de problème de timing. Vous commencez à équiper les voitures quand? On a des formations et donc les premiers équipements au mois de novembre, donc c'est maintenant là. Et puis on va avoir la majorité des premières installations qui vont se faire lorsque l'ensemble des SGAMI seront formés à partir de début 2026. Bon, pour la communication, vous nous avez envoyé des super belles photos d'Alpine à 110 vert métallisé. On est d'accord, il y aura pas de modèle Alpine de la gendarmerie ni peinte en verte ni équipé de boîtier éthanol. Alors peinte en verte, je ne pense pas. Après, équipé éthanol, pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, l'ensemble de la flotte nous a été transmise en termes de fichiers. Nous, on essaye d'aiguiller les techniciens sur les véhicules à transformer en priorité. Évidemment, la priorité, c'est les économies et l'écologie. Donc, on va aller sur les véhicules qui roulent beaucoup, qui consomment beaucoup et qui sont dans une utilisation évidemment un peu plus classique que des véhicules d'intervention. C'est quelque chose qui pourrait se faire sur d'autres véhicules de flotte étatique, parce que pour l'instant, là, c'est que les forces de l'ordre, mais si l'expérience est concluante, vous êtes déjà en négociation pour éventuellement équiper d'autres ministères, d'autres flottes? Alors c'est déjà le cas, en effet, on a équipé des mairies, on a équipé des départements, on a gagné un appel d'offres de département. Il y a également des véhicules de préfecture. Alors je suis désolé, je peux pas le dire parce que le département, ça serait négatif pour eux puisqu'on a gagné l'appel d'offres, mais pour l'instant ils n'ont pas le budget attribué. Donc voilà, je veux pas. Je respecte, Jérôme, pas de souci. Voilà. Et puis ensuite, c'est évidemment les flottes d'entreprise. Là, il y a beaucoup de demandes sur les flottes d'entreprise. C'est un moyen de pouvoir baisser fortement la fiscalité
qualité sur les flottes. Et donc, on équipe des flottes de 200, 300, 400, parfois 1000 véhicules sur des flottes d'entreprise, où ça permet de faire des économies sur le carburant, d'éviter le renouvellement très coûteux sur des véhicules électriques ou hybrides, et une baisse de taxe, la TVS, la taxe sur les émissions de CO2. Bon, ben voilà, une bonne chose. Donc le superéthanol, le 85, n'est pas mort, contrairement à ce qu'on a pu lire il y a une quinzaine de jours. Il repart de plus belle, je pense, puisqu'on a quand même un écart de prix extrêmement important. On est quasiment à 1 euro d'écart par rapport à un litre de samplon 95E10. On a un engouement aussi maintenant de l'État pour équiper ces véhicules. On a une fiscalité qui va être rassurante pour les prochaines années, donc il n'y a pas de raison de ne pas s'équiper. On a besoin de stabilité. Il y a eu quelques remous avec cette éventuelle taxation. Aujourd'hui, je pense qu'on peut être serein sur les années à venir. Bon. Merci beaucoup Jérôme Loubert, responsable développement de FlexFuel Énergie Développement Europe. Voilà. Et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. En termes d'alcool. Ouais, je sais pas si Laurence parle des bouteilles. Si, les deux. Merci beaucoup Jérôme. Allez, à suivre, ce sera la question de Philippe et c'est moi qui vais la poser. On vous explique pourquoi dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Et on a reçu un joli mail de Philippe sur jeparleauto @sudradio.sudradio.fr. Vous mettez bien on parle auto dans sur Sud Radio. Oh, pardon. J'aime tellement cette émission que ça serait bien qu'on ait un mail que pour nous. Alors, je participe @sudradio.fr parce qu'on est collègues et évidemment, ça va pour toutes les émissions aussi. Vous mettez on parle auto dans l'objet, voilà. Et puis, vous avez l'occasion de poser votre question. Alors, on va pas prendre Philippe au téléphone parce qu'il avait une impossibilité de le faire ce matin, mais il nous a demandé de poser la question. Donc, écoutez-moi bien, je ne m'appelle plus Laurent, je m'appelle Philippe. Je reviens vers vous concernant... Faut l'accent. Si, d'accord. Je reviens vers vous concernant la taxe au poids lors de la vente d'un véhicule d'occasion par un particulier. Dans mon esprit, seuls les véhicules neufs étaient concernés par cette taxe. Je suis propriétaire d'une Opel Corsa achetée en occasion en 2018, mais sa première immatriculation est de 2015. La masse de mon véhicule est de 1278 kilos. Sur la carte grise, si je devais la vendre aujourd'hui à un particulier, cette taxe s'appliquerait-elle ? Alors, je vous réponds tout de suite à la fin. Non, la taxe ne s'appliquera pas. Alors, vous savez qu'il y a non seulement une taxe au poids, et puis il y a aussi une taxe CO2. Depuis le 1er janvier 2025, les voitures d'occasion qui sont achetées à l'étranger sont assujetties à cette taxe cette taxe au poids et au malus CO2. Bon, elles ont droit, l'État étant très magnanime, vous offre 10% d'abattement par année d'ancienneté à compter du 7e mois. Voilà. Ça, mais vous payez quand même à l'étranger. Voilà, vous achetez à l'étranger, vous dites tiens chouette, je vais pas payer les taxes. Bah tiens, détrompez-vous, vous allez payer les taxes quand même. La nouveauté à partir du 1er janvier 2026, c'est que ces deux taxes, la taxe au poids et la taxe CO2, vont aussi concerner les véhicules d'occasion vendus en France, mais, et là il y a un gros mais, le problème c'est que, encore une fois, il a raison Emmanuel. Il a raison Emmanuel quand il dit il faut pas lire les trucs qu'on voit sur Internet où il y a plein de gens qui font leur chou gras en disant attention, à partir du 1er janvier, vous allez payer des taxes sur les véhicules d'occasion. Non, on va payer simplement ces taxes sur les véhicules qui n'avaient pas auparavant payé ces taxes en achetant à l'étranger une voiture neuve en France. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne payait pas les taxes ? Attendez, là, soit on a... Attends. C'est pas clair là. Mais je vous donne deux exemples concrets. Okay. Vous avez une carte mobilité inclusion. On va prendre un exemple très concret qu'a traité Rémi Jossaume, où un monsieur achète 1, 2, 3 Porsche 911 et c'est mamie qui a une carte mobilité inclusion, qui est la propriétaire du véhicule. Donc elle ne paye pas ni la taxe au poids, bon là en l'occurrence il n'y en a pas, mais elle ne paye pas le malus CO2, qui est très important, puisque je vous rappelle quand même qu'il est de 70 000 € sur ce genre de véhicule. Donc on se dit chouette, j'en achète 3, je fais 3 fois 70 000 € d'économie,
Et ben à partir du 1er janvier, les petits malins qui ont fait ça pourront plus revendre les voitures, sauf à les revendre à quelqu'un qui a une carte mobilité inclusion, donc qui ne paiera pas le malus CO2. S'ils la vendent à vous ou moi, eh ben, moi, je devrais payer les 70 000 euros que lui n'a pas payé. Donc, autant dire que le prix de la voiture, il va dégringoler d'autant. Et parfois, on arrivera même en dessous de zéro. Donc, ça sera un prix négatif. Donc, ces voitures seront invendables. Le deuxième cas de figure, c'est les voitures qui ont une immatriculation diplomatique. La même chose, elles ne payent pas les taxes. Donc, vous pouvez être un petit malin aussi qui travaille dans, je sais pas, pour une ambassade ou quoi que ce soit, et faire immatriculer la voiture de cette façon. Et si vous la revendez à un particulier, il paiera lui aussi les 2 taxes en question, sauf s'il est diplomate. Donc, ça limite quand même les possibilités. Voilà. Alors, s'il a les 2, je sais pas si... Non, mais c'est quand même n'importe quoi, monsieur Moreau. C'est n'importe quoi. On paye... Alors, dernière précision, on va payer la taxe qui correspond à l'année et au grammage. Donc si votre voiture, bon là on reprend l'exemple de Philippe, il parlait d'une Corsa de 2015, elle émettait 131 grammes par kilomètre de CO2, à l'époque il n'y avait pas de taxe CO2, elle pèse pas suffisamment, donc de toute façon, même si cette taxe était appliquée à toutes les voitures d'occasion, il n'aurait rien payé. Pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez acheté votre voiture de façon classique, comme vous et moi, on n'a pas de taxe au poids si on la revend d'occasion. Ou de taxe CO2, puisqu'on l'a déjà payée au moment de l'achat, on ne va pas la repayer au moment où on la vend comme voiture d'occasion. Il n'y a que ceux qui ont échappé à ces taxes de façon, on va le dire, souvent, un peu malhonnêtes, qui vont se faire coincer à partir de janvier et qui devront payer ces taxes. Alors il y aura l'abattement toujours de 10% par an au-delà des... Il nous reste 30 secondes. Ouais. Est-ce que ce ne sont pas ces taxes qui sont malhonnêtes ? Il y a un moment, la taxe 60 000 euros de taxe sur une voiture, c'est pas ça qui est malhonnête. C'est complètement dingue. On est le pays. Sérieux, vous savez qu'on va arriver jusqu'à 100 000 euros. Il n'y a qu'en France. Non, mais c'est là où on... Ah oui, on est dans un pays de dingue. En matière de taxation, on est dans un pays de dingue. Non, mais et on tombe l'automobiliste encore plus que les autres parce que l'automobiliste, il dit rien. Voilà, alors que les motards, eux, ils y vont. Les routiers, ils y vont. Les motos et les filles veulent que les motos de 400 cm3, plus de 400 cm3, soient considérés comme des articles de luxe. Mais ils ont pris la foudre, ces gens-là. Qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'on se laisse faire ou quoi ? Oui, mais on le dit à la radio au moins. Nous au moins, on parle vrai. Mais franchement, il ne faudrait pas que le dire. Non, mais sérieux, ce monde, franchement, il faut... Je sais même plus quoi dire, ça me coupe le sifflet, c'est pour vous dire. Bon, allez, 10h57. C'est lui qui dit ça. Jean-Luc Moreau, la plus grande pipelette que j'ai rencontrée dans ma vie aussi. C'est pour ça qu'on s'entend bien, mon Jean-Luc. Allez, dans quelques instants, le retour de l'info. Dans quelques instants, une autre pipelette avec Dominique Stemfeld pour parler de la loi montagne. Et ce sera juste après l'info de 11h. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Avec cette deuxième heure et de gros sujets de nouveau. Alors on va pas rigoler tout le temps, mais à la fin de cette émission, il va en être question. Non, mais on va pas rigoler du tout. On va parler du protoxyde d'azote, gaz hilarant, malheureusement pris massivement par les jeunes qui trouvent que c'est récréatif et ils prennent le volant après, avec des conséquences qui peuvent être lourdes. Donc on verra en fait l'étude qui a été menée par Vinci Autoroute, qui publie cette enquête réalisée par Ipsos. Vous allez voir, les chiffres font froid dans le dos. Vraiment, c'est terrible. On va évidemment dans quelques instants donner tout de suite la parole à Dominique S, parce qu'il sera question de la loi montagne. Exactement, puisque ça entre en vigueur là, aujourd'hui. On est le 1er novembre. Vous savez que c'est le mois de mon anniversaire, pour le coup. Formidable. Il ne faudra pas l'oublier. Formidable. Et je ne mettrai pas des pneus montagne. Moi, formidable. Des pneus montagne. Ça, on ne l'avait pas encore entendu, celle-là. C'est passe montagne ou pneus hiver et non pas pneus neige. Tiens, on va se refarcir. TF1 arrête pas de dire pneus neige dans leur sujet, mais personne ne leur écrit. Enfin, les journalistes font pas leur boulot. Non, mais à TF1, dès qu'ils parlent de voiture, de toute façon, ça me fait hurler. Amis de TF1, vous avez un vrai journaliste là. Il y a Jean-Luc Moreau qui peut... Il y a des gens sur TF1 qui sont capables de faire des sujets auto. Bah oui, ceux qui font l'émission Automoto, par exemple. Ils savent de quoi ils parlent. Allez, on va aussi vous donner la parole et on a une question de Jérôme, ce sera sur la partie classique car. Exactement, on va parler carburant. Oui. Ceux qui ont des vieilles autos se demandent bien qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre demain comme carburant dans leur voiture. Eh bien, on va vous répondre.
Et puis on répondra aussi aux autres questions. Vous n'hésitez pas au 0826 300 300. Aude vous accueille au standard. On a gardé notre talentueux et magnifique Jamel pour réaliser la deuxième heure lui aussi. Et c'est pas de la flagornerie. Et puis vous nous écrivez je participe @sudradio.fr. J'ai vu qu'il y avait plein de mails qui sont tombés déjà depuis le début de l'émission. Donc on va traiter tous ces sujets. Vous mettez On parle auto dans l'objet. Toutes vos coordonnées s'il vous plaît dans votre numéro de téléphone. Sinon on peut pas vous rappeler. Allez, c'est parti. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Bonjour Dominique Stemfel, président du syndicat du pneu. Bonjour Dom. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Dominique. Il fait quel temps à Aix ? Est-ce que vous avez chaussé vos pneus hiver ou vos pneus 4 saisons ? Écoutez, Jean-Luc, en tant que président du syndicat du pneu, je dois montrer l'exemple et j'ai effectivement monté mes pneus 4 saisons. Mais vous les avez toute l'année, donc vous, je non ? suis paré pour l'hiver. Vous les avez toute l'année, Dominique, non ? Non. Moi, j'alterne pneus été et pneus hiver. Et j'habite en Provence, mais bon, comme je me déplace, écoutez, je suis paré pour pouvoir rouler dans toutes les conditions, en conformité avec la réglementation et surtout en toute sécurité. Voilà. La réglementation, vous avez fait un sondage comme tous les ans. A priori, maintenant, les Français la connaissent. Normalement. Oui, ça c'est quand même une bonne nouvelle, puisque 91% des automobilistes sont favorables à la loi montagne et 82% des automobilistes savent parfaitement de quoi il s'agit. C'était seulement 29% en 2019, donc on a fait vraiment un gros progrès, et là en fait on peut pas dire qu'il y a un défaut d'information. Bon, il y en a beaucoup qui pensent encore quand même que ça ne concerne que les départements de haute montagne, ce qui n'est pas le cas. Alors, ça concerne les départements de haute montagne et de moyenne montagne, en totalité ou partiellement. Et en fait, il y en a 34 qui sont répartis sur les massifs vosgiens, Jura, Alpes, Massif central et Pyrénées. Est-ce que là où on a fait notre très bel essai prélude, on était sur les routes des Préalpes de Grasse, donc c'est quand même très montagneux. Vous arrivez en haut du col de Vence. Et en haut du col de Vence, il y a un panneau qui indique que à partir du 1er novembre, vous devez avoir des équipements spéciaux, soit des chaînes, soit des chaussettes dans la voiture, soit des pneus qui sont adaptés. Alors, on va je sais que Dominique, ça va vous plaire. On va redire à nos petits confrères de TF1 que c'est pas des pneus neige qu'il faut mettre. Non. Écoutez, vous qui me suivez régulièrement, Jean-Luc, vous avez vu que j'ai encore fait un communiqué cette semaine pour bien expliquer la différence qu'il y avait entre pneus neige et pneus hiver. Et quand on parle de pneus neige, effectivement, on donne une mauvaise information aux automobilistes qui vont penser que ces pneumatiques sont uniquement efficaces en cas de neige, alors que lorsqu'on parle de pneus hiver, ça explique tout simplement que les pneus ils sont efficaces dans toutes les conditions hivernales, y compris sur route sèche dès le moment où les températures sont basses. Qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui à rouler sans équipements spéciaux dans les zones où c'est obligatoire ? Alors la première chose, c'est l'accident. Donc très clairement, mais tous les gens sont champions du monde des rallyes, tout le monde le sait. Absolument, mais je connais des champions du monde des rallyes qui ont glissé sur des plaques de verglas imprévues et donc pour lesquels ça s'est mal terminé. Donc la première chose, c'est l'accident. La deuxième chose, c'est effectivement d'être arrêté par les forces de l'ordre. Alors il n'y a pas de verbalisation, mais les forces de l'ordre peuvent vous demander de faire demi-tour et de rejoindre une zone où les pneus ou les équipements hivernaux sont pas obligatoires. C'est déjà arrivé en Savoie, c'est déjà arrivé dans les Alpes du Sud. Et en l'occurrence, il y a quand même des opérations de prévention qui sont faites par les forces de l'ordre, même s'il n'y a pas de verbalisation aujourd'hui. Et ils peuvent vous immobiliser votre voiture ? Non, mais ils vont vous demander de faire demi-tour. D'accord. Ah ouais. Ah oui, bon, donc s'ils sont au panneau, par exemple, là, vous grimpez le col, vous arrivez en haut, et là on vous dit non, non. C'est un peu bête aussi. Ils sont avant l'eau. Ils ont été particulièrement pertinents et en fait ils ont fait les contrôles en bas du col. Donc en fait les véhicules n'ont pas pu monter ou alors ont dû aller se faire équiper avant de monter. Aujourd'hui, les pneus, parce que c'est principalement des pneus 4 saisons qui vont être montés sur les voitures pour répondre à cette réglementation. Ça représente quoi sur le marché ? Alors, c'est pas principalement les pneus 4 saisons. Ouais.
Parce que, donc en fait, aujourd'hui, c'est un peu plus de 50% des pneus neufs qui ont été vendus cette année qui sont conformes à la loi montagne. Et ça se partage, entre grosso modo 40% pour les pneus toute saison. Je rappelle que c'était 1% en 2015, donc ça permet de montrer qu'en 10 ans, les progrès colossaux ont été faits là-dessus. Et par contre, il y a encore 14% de pneus hiver qui sont vendus. Ça veut dire que les grands rouleurs et les gens qui habitent dans les zones de montagne ont bien compris que le pneu hiver avait quand même une supériorité en termes de motricité et de sécurité, et donc ils continuent à être très très fidèles à cette solution. On va rappeler, puisque moi je l'ai entendu d'un professionnel du pneu quand même le dire à une dame, oui vous avez une traction de pneus 4 saisons à l'avant, ça suffira, que c'est 4 pneus hiver ou 4 pneus 4 saisons, mais en aucun cas 2 et 2 quoi. Alors, très clairement, d'abord, la réglementation, c'est bien 4 pneus posés sur la route. Ça, c'est sûr. Et la deuxième chose, on en a déjà parlé, mais c'est tout simplement une question de sécurité. Quand on a un équipement disparate, la voiture risque d'être déséquilibrée et on peut avoir la mauvaise surprise de voir l'arrière passer devant. Et ça, c'est quand même pas très agréable, surtout quand on est sur une route étroite en montagne. Est-ce qu'on a une sorte de qualité de pneus? C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des pneus budget également dans cette émission. Est-ce qu'on a aussi cette problématique sur des 4 saisons budget ou des pneus montagne budget en termes de qualité? En fait, les pneus toute saison ou les pneus hiver, c'est des technologies qui sont quand même très très sophistiquées, avec en particulier, et c'est ça qui apporte de l'adhérence, ce sont les lamelles. Et donc clairement il y a des manufacturiers qui traitent beaucoup mieux ou qui gèrent beaucoup mieux cette problématique que d'autres. Là en l'occurrence, comme d'habitude, je vous renvoie aux essais qui ont été faits par le Touring Club de Suisse et qui montrent très clairement qu'il y a une hiérarchisation absolument directe entre le prix du pneu et ses qualités en termes de sécurité. Oui, et puis longévité également, donc on ne fait pas forcément une bonne affaire quand on prend un pneu budget, puisqu'il faudra le changer au bout de moitié moins de kilomètres pratiquement. Vous avez fait également, pour la circulation en hiver, un petit on va y arriver. Ça va venir, ça glisse un peu là. Ouais, un petit document, mais c'est pas ça que je cherchais comme mot. C'est un petit panégyrique. Je sais pas si ça existe. Un panégyrique. Alors ça, au Scrabble, c'est pas mal. Mais... des idées reçues. Je trouve ça rigolo. Oui. Voilà. Oui. Vous dites par exemple en hiver, les chaussées enneigées sont plus dangereuses. Ça, c'est pas facile. Dangereuse que les chaussées sèches. Allez-y. Alors, les chaussées en hiver sont-elles plus dangereuses que les chaussées sèches? Alors, ça, c'est mes années de théâtre, ça. Les chaussettes de l'archiduchesse? Alors, très, très clairement, les routes sèches, ça va beaucoup mieux comme ça. Les routes sèches, en fait, n'inspirent pas d'inquiétude aux automobilistes, donc ils se lâchent un peu. Or, il faut savoir que quand la température est basse, l'adhérence du pneu, voilà, c'est en dessous de 7 degrés. L'adhérence du pneu baisse puisque le caoutchouc durcit. Et donc là, en l'occurrence, on a aussi des accidents qui sont fréquents, y compris sur route sèche en hiver. Oui, vous dites également le salage est amplement suffisant pour empêcher le blocage des routes. Ça, c'est pour ceux qui veulent pas mettre des équipements, qui disent mais de toute façon les routes vont être salées, donc il n'y a pas de problème, on pourra circuler. C'est pas vrai. Non, alors non seulement c'est pas vrai, puisqu'en fait même quand on sale, on peut avoir des plaques de verglas qui subsistent, c'est la première chose. Et puis le salage, c'est aussi une forme de pollution, parce que le sel qui est répandu sur les routes est ensuite lessivé, entraîné vers les cours d'eau. Et donc effectivement les pouvoirs publics et les écologistes prêchent pour une diminution du salage. Ouais. Et puis après c'est la note qui est salée, parce que waouh. Puis la corrosion des voitures aussi, il faut les rincer après. De mémoire, je crois que c'est 800 000 tonnes de sel qui sont réparties tous les ans sur les routes françaises. Bon, pneus hiver et pneus neige, c'est la même chose. Ça, c'est une question spéciale TF1. Oui, alors je vais répéter. Alors il y a deux axes. Le premier, c'est que les pneus neige sont des pneumatiques très très découpés et par conséquent, s'ils donnent du grip en neige profonde,
Ils sont beaucoup plus flous, beaucoup moins agréables à conduire sur chaussée sèche. Et puis le freinage également beaucoup moins bon. Et les pneus hiver, en fait, c'est des pneus qui comportent 2000 lamelles pour les plus sophistiqués, avec des gommes très très spécifiques et dont le comportement est optimal sur les routes en hiver, quel que soit le type de route, sèche, enneigée, mouillée ou verglacée. Donc ça, c'est vraiment la différence fondamentale. Bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, la neige et le sable, c'est pas la même chose. Alors dans le sable, on dégonfle les pneus pour gagner de l'adhérence, mais sur la neige, il faut surtout pas faire ça. Alors non seulement faut surtout pas faire ça, mais en plus, on en avait déjà parlé, Jean-Luc, la température ambiante fait baisser la pression dans les pneus, et donc j'en profite d'ailleurs pour recommander aux automobilistes qui ont fait leur pression lors de températures clémentes de vérifier leur pression, et ils vont s'apercevoir en fait qu'ils ont perdu 0,2 bar ou 0,3 bar. Et donc, il faut qu'ils refassent les pressions, remettre les pressions à niveau, tout simplement pour économiser leurs pneus et puis également économiser du carburant. Et on le fait tous les mois. Sur le site du syndicat du pneu, on peut trouver le reste de ce petit quiz qui est assez rigolo. Ah voilà, quiz. Oui, alors le site du syndicat du pneu, il est tout à fait accessible. Et on a également un site spécifique, particulier, qui est www.pneuhiver.com. Qui permet en fait d'avoir tout un tas d'informations sur les pneus hiver. On a même des informations qui sont plus complètes que ce quiz-là. Des informations qui permettent de renseigner tout le monde, y compris les journalistes. On peut recommander voilà. Merci beaucoup, Dominique. Avec grand plaisir. Bon week-end du côté du Sud. Oui, bien sûr. Dominique Semfeld, présidente du syndicat du pneu, qui est avec nous sur Sud Radio. À suivre, eh bien, on va accueillir Pascal qui nous a écrit. Il a mis un mail à jeparticipe@sudradio.fr. On parle auto dans son objet. Il avait une question à nous poser. On va lui répondre en sa présence dans quelques instants au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et vous pouvez bien sûr nous joindre directement au 0826 300 300 si vous voulez rencontrer l'ami Jean-Luc, lui poser directement la question ou nous écrire comme l'a fait Pascal que nous accueillons. Pascal qui nous a écrit jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien on parle auto dans son mail avec toutes ses coordonnées, ce qui fait qu'on peut le rappeler, ce qui a été fait à l'instant. Salut Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Ça va ? Ça va, oui, ça se passe bien, oui. Vous êtes où, vous ? Quand je vous écoute, ça va toujours. Oh, c'est mignon, qu'il est mignon. Love you. Non, mais on adore. Vous êtes situé où, Pascal ? Moi, je suis dans la vallée de Chevreuse. Oh, très joli. Bon, ça va, c'est pas loin. Non, puis c'est beau. J'y vais souvent pour filmer des voitures dans la vallée de Chevreuse. Souvent des reportages dans les magazines, c'est souvent filmé dans les villages. Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la vallée de Chevreuse étant en sud Île-de-France, et c'est une très belle vallée du sud de l'Île-de-France. Voilà. On vous écoute. Et c'était un point géographie de avec Laurence Perrault. Oui, mais parce que tu as plein de gens qui ne savent pas. Oui. Qui nous écoutent dans la France entière, dans le monde et dans l'univers. Pascal, on vous écoute. Alors moi j'ai un petit problème avec un Toyota CHR qui est de 2024, qui a une vingtaine de milles de kilomètres. J'ai fait un trajet, je suis descendu en Bretagne en fait, et en sortant d'autoroute j'ai pris départemental, et d'un seul coup j'ai eu un bruit moteur, je présume que c'est moteur, ou dans le train avant, et depuis 2 mois et 5 passages chez des concessionnaires Toyota différents, personne trouve l'origine du bruit. Ah. Est-ce qu'ils ont quand même reconnu qu'il y avait un bruit, ou est-ce que, oui, par hasard, ils ont reconnu qu'il y avait un bruit. D'accord. Alors, depuis peu, parce que depuis que j'ai écrit, il y a eu un changement. Depuis peu, j'ai en plus du bruit, j'ai un cardan qui est défectueux. Donc, j'y suis retourné. Et là, ils ont effectivement constaté qu'il y avait un cardan qui était à changer. Le problème, c'est que le cardan est pas disponible. Ça fait 3 semaines qu'il est en commande.
Et moi, je me demande si je peux continuer à rouler sur des trajets autoroutiers avec un véhicule dont je ne sais pas trop d'où vient le problème. D'accord, mais déjà le cardan, il a du jeu, il a quoi le cardan en question? Ça claque comme les cardans d'une vieille voiture. Ouais, quand vous braquez ou. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Bon, ça, à la limite, un cardan qui a du jeu, vous pouvez encore rouler. Mais est-ce que votre bruit, il serait pas à l'origine de ce défaut de cardan, quoi? C'est que moi, en n'étant pas mécanicien, c'est ce que je me suis posé comme question. Et dans le garage, ils m'ont répondu, écoutez, quand le cardan sera changé, il sera bien temps de voir d'où vient le problème. On va en revenir à ce que je dis de temps en temps. Aujourd'hui, malheureusement, on a de moins en moins de vrais mécaniciens. On a des gens qui branchent des valises de diagnostic sur des voitures et qui sont capables d'identifier des codes panne et de vous changer la pièce, mais qui malheureusement savent pas faire un diagnostic de panne mécanique, parce que votre bruit a priori il est réellement mécanique. Bon, votre voiture elle est récente, elle a 1 an, donc vous savez, alors je peux pas vous dire au téléphone ce que c'est comme panne. À mon sens, le défaut de cardan sur un véhicule qui a 1 an, il est lié quand même à votre bruit. Je suis sûr que les deux sont en relation. Je pense que quand ils vous auront changé le cardan, le bruit aura disparu. Mais au-delà de ça, ils ont ce qu'on appelle une obligation de résultat. Donc vous leur laissez votre voiture pour identifier une panne. Mais ils veulent même pas la garder, quoi. Mais en plus, elle est sous garantie, je comprends pas. Vous en avez fait 5, vous m'avez dit ? Non, trois concessions, et j'ai eu 5 avis différents, 5 personnes différentes en fait. C'est fou ça. Et la voiture a 1 an. C'est complètement dingue. Il y a en plus des ingénieurs conseils chez les constructeurs, donc ils auraient dû. J'ai écrit à Toyota, je leur ai demandé d'envoyer quelqu'un, mais bon, j'ai pas de réponse depuis parce que ils sont assez longs à répondre. Et je leur ai demandé, écoutez, envoyez-moi quelqu'un qui est capable de déceler l'origine du problème, quoi. Oui. Alors je vais essayer de secouer le cocotier. Je vais essayer de secouer le cocotier lundi. Je vais appeler chez Toyota pour qu'on essaye un peu d'accélérer. Bon là en ce moment ils étaient. Il y a du changement là. Oui. Alors il y a du changement chez Toyota effectivement. Puis ils étaient surtout au salon de Tokyo, puisqu'en ce moment il y a le salon de Tokyo, mais ils vont rentrer la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ce que je vais, j'ai vos coordonnées, Pascal. Vous allez me donner le nom du concessionnaire chez qui vous allez, et puis on va voir si on peut pas, c'est quand même pas normal, dépêcher sur place un ingénieur pour essayer d'identifier ce bruit suspect. Bon, remarquez, une fois qu'Halloween est passé, peut-être qu'il va avoir disparu, ce bruit fantôme. Non, mais c'est tout le temps. Disons que c'est tout le temps, quoi, le bruit. C'est dès qu'on roule à 40 à l'heure, ça et que commence. Ce soit en électrique ou que ce soit en thermique, on est d'accord. Ouais, justement, j'ai fait un test dans une descente. En fait, on l'entend aussi. En fait, ça fait un peu comme un frein moteur qui marcherait tout le temps en plus du moteur, quoi, en fait. C'est quoi? C'est un bruit, c'est un vrombissement, c'est quelque chose. Oui, voilà, c'est ça, un vrombissement. Et comme dans une descente, quand on est en frein moteur avec une hybride, ou bien l'effet mobilette éventuellement, qui sort. Tout le temps. Qui se rajouterait en plus du bruit du moteur. Ouais. On va faire ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on moi, je vais secouer Toyota. Et puis, dites-vous que bientôt, Pascal, il y aura. Grâce à l'intelligence artificielle, c'était proposé à Equipoto. Il y avait un système qui, en fonction du bruit, identifiera les pannes possibles. Oui, grâce à une intelligence artificielle. Dans une application dans nos téléphones. Ça va être dingue, mais c'est pas encore au point pour Pascal, quoi. Mais c'est génial. On a adoré. C'est ça. Vous mettrez votre téléphone à côté, et ça vous dira les causes possibles. En tout cas, c'est en développement par des jeunes cerveaux, qui travaillent bien. Bon, Pascal, je reste je reste en contact avec vous. Je vais secouer Toyota la semaine prochaine. C'est gentil, parce que là, moi, je suis toujours un peu dans le doute. Non, mais vous avez raison. Il a 24 000 km de se dire, je vais partir en week-end et puis de rester au bord de la route. En plus, si la pièce n'est pas disponible, vous êtes en panne pour un petit moment. Oui, le cardan, ça va faire un mois que je l'attends. C'est incompréhensible. Enfin, bref. Puis ce qui est incompréhensible, c'est que les 5 diagnostics n'aient rien trouvé. Oui. C'est ça qui est dingue, quoi. Bon, Pascal, on vous lâche pas. D'accord, c'est gentil. Bon, maintenant, vous ressortez votre vélo et puis. C'est un peu ce que je fais. Oui, je fais beaucoup de vélo en ce moment. C'est bien, vous allez vous affûter physiquement, c'est top. On vous embrasse fort. Merci, Pascal. Okay, et puis à bientôt. Donc, je reste en contact avec vous. C'est un homme de parole. Il n'est pas. Je sais. J'ai déjà entendu beaucoup de bien. J'en rajoute.
T'as vu comment je suis gentille là d'un seul coup? C'est bientôt mon anniversaire, il faut que je travaille un peu au corps. On vous embrasse. Jamel à la réalisation, il dit mais ça y est, ils sont encore partis en live ces deux-là. Dans quelques instants, eh bien, on va avoir notre super rubrique Classic Car et on a une question de Jérôme, mais vous restez bien avec nous parce que je crois que l'ami Jean-Luc a plein de réponses à lui donner. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Restom, fabricant français de produits haute performance pour restaurer vos véhicules anciens. Votre passion, notre savoir-faire. À découvrir sur restom.net. Restom présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et restez avec nous, car nous allons dans quelques instants étudier dans notre dossier actualité une problématique énorme et très dangereuse, le gaz hilarant au volant. On détaillera tout ça dans quelques instants. Mais juste avant, dans notre rendez-vous Classic Car, on a décidé de répondre à une de vos questions et on va tout de suite accueillir Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Madame Laurence, bonjour Monsieur Jean-Luc. Jérôme qui est l'heureux propriétaire d'une MGB de 1973 et qu'on avait déjà eu Angers. Et qu'on avait déjà eu dans l'émission des 60 oui, ans. j'avais appelé il y a... l'émission des 60 ans. J'avais appelé deux fois déjà pour demander des conseils. Non, des 60 ans de la MGB, pardon. C'est ça. Oh, le coquin. Bon, on vous écoute Jérôme. Oui, donc j'ai une question qui porte sur les carburants. Donc en fait, en effet, je conduis je sors de temps en temps une MGB de 73 et ça fait depuis quelques mois déjà que lorsque je vais faire le plein avec du samplon 98, puisque c'est le carburant qui m'était recommandé par le garage qui m'a vendu la voiture, à plusieurs reprises, je me suis retrouvé face à des pompes samplon 98 qui étaient condamnées parce que temporairement plus de samplon 98. Et donc, alors rien de grave, parce que quand c'est comme ça, il suffit de faire 5 ou 6 km de plus pour trouver une pompe. Mais je me suis d'abord posé la question, est-ce qu'on va vers une disparition du samplon 98 ? Et donc, ma première question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les voitures anciennes ? Et la deuxième question, c'est à propos des carburants de synthèse. Est-ce que dans un avenir proche, il y a un carburant de synthèse qui remplacerait le samplon ? Et quid du coup des voitures anciennes? Très bonne question. Merci. Alors, on va commencer par répondre à la deuxième question. Est-ce qu'il y a un carburant de synthèse qui va arriver bientôt ? Non. Ça, voilà, on va être très clair. Pour l'instant, si un carburant de synthèse arrivait, il coûterait au minimum 10 € le litre. Donc, je pense que personne n'a envie d'un carburant de synthèse. Et pourquoi ce carburant de synthèse ne va pas arriver ? Parce que le super samplon 98, il va rester encore pour très longtemps. Ça sera même, c'est un mini scoop. Je vais même vous dire que c'est la dernière essence qui restera sur le marché. Pourquoi ? Parce que c'est l'essence de référence pour plein de modèles. Dès que vous avez des voitures un peu performantes, il est nécessaire, elles roulent au 95, mais il est nécessaire pour avoir les pleines performances d'avoir du 98. Si un seul carburant doit rester, ça sera le super samplon 98. Donc, tous ceux qui ont des voitures anciennes, pas de souci. Bon, maintenant, alors, quelle différence entre un samplon 98 et un 95 E5 ou 95 E10? C'est dans le nom. Dans le 95 E5, il y a 5% d'éthanol. Dans le 10, il y a 10% d'éthanol. Et dans le 98, il y a de l'éthanol, mais pas sous sa forme initiale, sous forme de TBE. Donc c'est transformé. Il n'y a pas de risque pour les joints, parce que qu'est-ce qui se passe sur une voiture ancienne? Si on roule avec un carburant avec de l'éthanol, on peut avoir des joints élastomères qui se dégradent. Et attention, ce que je vais vous dire, ceux qui de temps en temps disent tiens, ça roule au 95. Alors, vous pouvez mettre du 95 normal, qui est pas E5, on n'en trouve pratiquement plus. Mais dès qu'il y a de l'éthanol dans un carburant sur une voiture ancienne, vous pouvez dissoudre des joints assez rapidement. Surtout si c'est des joints dans des réservoirs et que ça trempouille dans le carburant. Donc, c'est vraiment à éviter. Alors, si vous n'avez pas le choix, qu'il n'y a pas une pompe de 98 de disponible, vous pouvez mettre quand même du 95 dans votre voiture, ça va rouler. Mais essayez rapidement de refaire le plein derrière. Essayez également, alors si vous roulez une fois, pour les voitures anciennes, dont les moteurs n'ont pas été modifiés, parce que autrefois on avait un carburant plombé. Alors il y a des mécanos qui vont vous dire sur une voiture ancienne qui a roulé pendant longtemps avec du carburant plombé, vous n'avez pas besoin de rajouter d'additifs. Le plomb il va rester. Ça, c'est pas vrai. On va tout de suite tordre le cou à ce truc-là. C'est faux. C'est faux, je le tiens pas. C'est pas Jean-Luc Moreau qui vous le dit. C'est les spécialistes qui fabriquent les carburants. C'est les ingénieurs de chez Total. Donc ils savent de quoi ils parlent. Donc je suis désolé, le plomb il reste pas indéfiniment dans le moteur. Donc la protection elle a disparu.
avec toutes ces années. Donc, il faut absolument mettre un additif anti-récession de soupape. Donc, il y a des additifs spéciaux. Donc, dans votre voiture ancienne, je vais vous dire presque systématiquement, prenez ces additifs-là. En plus, il y a pas simplement cet additif substitut de plomb, ça s'appelle comme ça. Il y a souvent ce qu'on appelle un stabilisateur de carburant. Voilà, ce qui vous permet de prolonger la durée de vie du carburant. D'accord. Ce qui va permettre, de tordre le cou à une deuxième idée reçue. L'essence, ça se conserve du 98, ça se conserve très bien, plus d'1 an. Voilà. Et si vous rajoutez un stabilisateur de carburant, 2 ans. Ça veut dire que si jamais tu as fait le plein avant de la mettre en hivernage... Alors, il faut toujours faire le plein. Ça, c'est une très bonne question de rien, Laurence Perrault de Paris. Vous avez vu que je vous écoute. Et pourquoi est-ce qu'il faut toujours faire le plein avant de laisser sa voiture? Alors, pas forcément en hivernage. Si vous avez un véhicule, par exemple, qui est dans votre maison de campagne et que vous ne l'utilisez pas même l'été, il faut faire le plein au moment où vous allez stocker la voiture. Pourquoi? Parce que déjà... Quel que soit l'âge de la voiture. Exactement, quel que soit l'âge de la voiture. Parce que déjà, là, il y a une fraction plus volatile du carburant qui ne s'échappera pas. Si le réservoir est plein, il n'a pas d'air pour se détendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous avez beaucoup d'air avec les variations de température, vous risquez d'avoir une formation d'humidité dans le réservoir. Et donc d'oxydation. Exactement, qui va provoquer une oxydation. Alors, pas sur les réservoirs modernes qui sont en plastique, pour faire simple, mais ça évitera déjà d'avoir de l'eau dans le carburant. Troisième chose, si vous avez peu d'air dans le réservoir, qu'est-ce qui abîme les carburants? C'est l'oxygène. Donc si vous avez peu d'air dans le réservoir, il y a peu d'oxygène, donc vous n'aurez pas d'oxydation du carburant. Juste une dernière question là par rapport à ça, cette histoire de réservoir. Quand tu dis tout type de voiture, au bout de combien de temps d'arrêt? C'est-à-dire que si je la laisse une semaine, parce que je suis partie en vacances, ça va. Une semaine, ça va. Un mois, vous laissez un mois, mais typiquement minimum un mois. Voilà, votre maison de campagne. Au bout d'un mois, vous avez quand même déjà si le réservoir est à moitié vide, il y a plein de gens qui ne remplissent leur réservoir qu'à moitié. Ils se disent ça suffit. J'en ai pas besoin tout de suite. Voilà, c'est une erreur. Il faut, quand la voiture est stockée, si elle est stockée un mois, vous remplissez à ras-bord et votre carburant s'abîmera moins. En plus, le carburant ne va pas partir tout seul. Ce que vous avez dépensé, vous l'utiliserez. C'est pas une économie de dire j'ai un réservoir à moitié plein. Et là, pour revenir à la question de notre ami sur sa voiture, Jérôme. Sur sa voiture, Jérôme, vous continuez à rouler avec du 98. Moi, je vous conseille, même si le moteur a été refait, de mettre un additif dedans, parce que comme je vous l'ai dit, en plus des stabilisateurs de carburant, et ça vous permet de garder l'essence beaucoup plus longtemps. Et puis, alors contrairement aussi à ce qu'on peut lire, encore une fois, aujourd'hui, décidément, je suis remonté contre Internet. Ce qu'on peut lire sur Internet, il y en a qui disent les additifs dans les carburants, ça sert à rien. J'ai lu plusieurs fois là sur les réseaux sociaux des articles de gens qui doivent vendre du carburant pourri et qui disent finalement les carburants premium ça sert à rien parce que les additifs ça sert à rien. Tout est faux. Les additifs, c'est essentiel. Quand vous prenez un carburant premium chez un grand pétrolier, que vous prenez un carburant de base, vous avez qu'à, prenez 2 voitures équivalentes et faites 100 000 km avec les deux, vous allez voir s'il n'y a pas de différence. Non, ça évite l'encrassement, ça évite l'oxydation, ça évite plein de choses. Les additifs sur les carburants, c'est même essentiel, c'est ce qui fait la différence, parce que de toute façon, les raffineries, elles font pas 15 sorts de carburant. Il y a un camion qui sort de la raffinerie et ensuite, chaque distributeur met les additifs qu'il veut dedans. Il y en a qui mettent des additifs plus chers, ça fait des carburants premium, et qui sont de meilleure qualité que les autres carburants. Et il ne faut pas dire il n'y a pas de différence. Voilà. Donc oui, avec une voiture ancienne, on met un carburant premium et on rajoute en plus un additif. Merci beaucoup Jérôme. Et on la garde longtemps. Merci beaucoup. Continuez à profiter de votre MGB de 73. Oui, elle doit longtemps rouler sur les routes de l'Anjou. Oui, très bien, on vous embrasse fort. Merci beaucoup. L'Anjou, ces balades, ces jolies campagnes, ces routes et ces vins, l'ami Jean-Luc. Allez, dans quelques instants, on va parler de gaz. Oui, on va parler de gaz. On va parler de gaz hilarant et du danger de ces gaz parce que ça devient très problématique. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec Restom, fabricant français de produits haute performance pour restaurer vos véhicules anciens. Votre passion, notre savoir-faire. À découvrir sur restom.net. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. C'est un véritable problème, c'est un gros souci. On va en parler du gaz hilarant avec vous, Bernadette Moreau. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Fondation Vinci Autoroute et c'est un sujet que nous avons voulu parce qu'il faut alerter. Parce que depuis le 24 octobre, Vinci Autoroute communique sur les dangers du protoxyde d'azote au volant. Alors le protoxyde d'azote, aujourd'hui tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est le fameux gaz hilarant qu'on trouve dans des petites capsules là. Ouais, voilà, exactement. Et dont on se sert en cuisine aussi. Oui, alors qu'on se... Pour les... Tout le monde se sert pour faire de la chantilly, mais bon, ça me fait doucement rigoler. Aujourd'hui, l'essentiel, on est d'accord Bernadette, aujourd'hui, l'essentiel de la production de protoxyde d'azote ne sert pas à faire de la chantilly. Non, on est d'accord. Absolument, absolument. C'est un usage détourné du protoxyde d'azote qui est essentiellement pris par des jeunes de moins de 35 ans et qui a des effets dramatiques de manière générale sur la santé publique de ces consommateurs, sur la santé des consommateurs, mais aussi au volant. Et c'est ce que la Fondation Vinci Autoroute a voulu dénoncer et elle a voulu aussi alerter le grand public et les familles aussi, et bien sûr les consommateurs sur les risques que présente ce protoxyde d'azote. Alors vous avez demandé une enquête à Ipsos avec des résultats qui sont assez surprenants. D'abord, on se rend compte que chez les moins de 35 ans, la consommation de protoxyde d'azote, elle est... explosive. Oui, le pourcentage est effarant, quoi. Exactement, elle est importante et je dois dire qu'effectivement ces chiffres nous ont encore plus alertés. Un jeune de moins de 35 ans sur 10 dit qu'il a déjà consommé du protoxyde d'azote et parmi eux, et ça c'est encore plus dramatique, la moitié ont déjà conduit en ayant consommé du protoxyde d'azote, ce qui est totalement incompatible. Oui. Bon, Bernadette, déjà, les risques sanitaire du protoxyde d'azote tout court. Après, on verra ce que ça induit si on conduit en ayant sniffé, parce que c'est ce qui se passe du protoxyde d'azote. Alors déjà, on a identifié aujourd'hui les risques sanitaires. Tout à fait. Comme je le disais, c'est vraiment un gros problème de santé publique qui concerne particulièrement les jeunes. Alors, en cas de prise ponctuelle, on va avoir des vertiges, des étourdissements, de la désorientation, perte de connaissance, des brûlures par le froid. Donc ça, c'est ce qui peut arriver quand on en prend de façon ponctuelle. Là, le problème, c'est que ce gaz hilarant, il est particulièrement addictif et que donc on est incité à en prendre plus régulièrement. Et quand on a une consommation importante, soit parce qu'on va en prendre beaucoup d'un seul coup, soit parce qu'on va en prendre de façon régulière, eh bien on s'expose à des troubles neurologiques graves qui peuvent amener même à des problèmes de motricité. On peut se retrouver en fauteuil. Ces dommages peuvent être irréversibles. On peut avoir des complications vasculaires. On peut avoir des complications psychiatriques qui vont amener à de la dépression. Et puis cette addiction, qu'on ne peut plus contrôler. On sait tout sauf hilarant, quoi, en fait. Hein. Absolument. C'est pas drôle du tout. Voilà, c'est d'ailleurs le titre de la campagne que nous menons, protoxyde d'azote, rien d'hilarant, parce qu'en fait la promesse de gaz hilarant, elle n'est pas du tout là et c'est même tout le contraire qui se produit. Surtout les jeunes n'ont pas conscience du danger, parce que tout ce qu'on vient d'énumérer là, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Ben oui, par manque d'information probablement, aussi parce qu'il y a une campagne marketing très forte de la part des fabricants, il faut le dire, il faut le dénoncer, parce que c'est grave, donc c'est pour leur donner envie de consommer. Et effectivement, on s'aperçoit qu'ils ne se rendent pas compte des dangers de la consommation de protoxyde d'azote, de manière générale, mais aussi en conduisant. Et puis il y a un autre élément aussi qui nous a frappé dans cette enquête, c'est que quand on interroge des jeunes qui sont passagers de véhicules dont le conducteur prend du protoxyde d'azote, eh bien, il y en a encore 1 sur 10 qui disent finalement, c'est pas très dangereux. Oh là là, oui. Oui. Alors, vous retrouvez des bonbonnes le long de l'autoroute, c'est ce qui vous a donné d'ailleurs l'idée de faire cette étude. Quels sont les effets sur un conducteur ? Alors oui, d'abord, premier point, effectivement, on en retrouve le long des voies de l'autoroute ou sur des aires d'autoroute qui montrent bien que, et c'est ce qui nous a alertés, ce gaz est consommé dans la voiture. Alors, ce qui se passe quand on consomme du gaz et qu'on est en train de conduire, il faut savoir que, en fait, l'effet euphorisant, il ne dure qu'1 minute. Donc c'est très très court, mais ensuite, et ça c'est souvent oublié ou méconnu par les consommateurs, c'est que pendant
30 à 45 minutes, eh bien, ces consommateurs vont être victimes de vertiges, ça peut être des troubles visuels, ça peut être des pertes de contrôle, des trous noirs et des effets qui sont absolument incompatibles avec la conduite parce que on n'a plus le contrôle de son véhicule et on peut générer des accidents très importants qui vont avoir des conséquences dramatiques pour soi-même, pour ses passagers, mais aussi pour tous les autres conducteurs qui vont circuler à proximité d'une voiture hors contrôle. Oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de statistiques sur les accidents qui sont liés à la prise de protoxyde d'azote. C'est pas ça, c'est qu'on ne peut pas le détecter. On ne peut pas détecter la prise de protoxyde d'azote. Autant vous pouvez faire un test salivaire pour les drogues, vous pouvez faire un test pour l'alcool, mais le protoxyde d'azote, on ne peut pas le détecter. Donc, est-ce qu'on peut même estimer le nombre d'accidents qui seraient liés à l'emploi de protoxyde d'azote? Alors non, pour le moment, on n'a pas de chiffres qui permettent de le dire. Ce qui alerte les pouvoirs publics, les élus aussi, beaucoup. Dans les communes, il y a des arrêtés qui sont pris pour limiter cette consommation. Ce qui alerte, ce sont les remontées, notamment des forces de l'ordre, quand elles vont constater des accidents. Et effectivement, elles ne peuvent pas, de façon précise, attribuer au protoxyde d'azote la responsabilité de l'accident, mais quand on voit une voiture dans laquelle il y a des bonbonnes de protoxyde d'azote, on peut bien imaginer que les occupants de la voiture, et notamment le conducteur, a pris du protoxyde. Mais effectivement, pour le moment, ce gaz est indétectable, contrairement à l'alcool et aux autres drogues, et c'est d'ailleurs le problème parce que les consommateurs ne mesurent pas la dangerosité de ce gaz. Donc là, en fait, pour le coup, il n'y a que la prévention aujourd'hui. Et puis la diffusion, c'est-à-dire autant de structures classiques et étatiques, mais nous aussi, et les familles aussi, et les entourages. Tout le monde là. C'est tout à fait ça, et c'est la raison pour laquelle on a voulu lancer cette grande campagne de communication pour s'adresser à la fois aux jeunes consommateurs, mais aussi à leurs familles, mais aussi au grand public, parce qu'on sent qu'il y a un énorme déficit d'information sur ce sujet, même s'il y a des médecins, des spécialistes de biologie qui travaillent sur le sujet. D'ailleurs, on est partenaire d'une association qui s'appelle Protocide qui travaille sur le sujet, mais il y a vraiment beaucoup à faire pour alerter, pour informer. Et puis du côté des professionnels de santé et des biologistes, et bien sûr, il faut avancer sur la mise au point d'un test qui permettra de détecter effectivement cette consommation. Alors vous avez lancé une campagne de communication et des affichages sur les autoroutes, mais pas que. Il y avait eu aussi sur les aires de repos. Vous avez fait, il y a des clips qu'on peut voir aussi, des vidéos. Exactement, il y a un clip qui a été fait, qui est diffusé sur les réseaux sociaux de la Fondation Vinci Autoroute, sur le site internet de la Fondation. Et c'est un clip de 50 secondes qui est vraiment très impactant, qui montre à la fois le côté récréatif du gaz, mais dans les premières secondes, et ensuite qui se termine par les conséquences dramatiques que ce gaz peut amener chez les consommateurs. Et on a de très bons retours sur ce clip, il est très très impactant, et j'invite tous vos auditeurs à aller le regarder et à le partager avec des personnes dont ils pensent que ça pourrait être intéressant de les informer sur ce sujet. Voilà, bon, c'est un sujet où on aurait envie d'en rire, mais malheureusement, il faut pas en rire. Merci beaucoup, Bernadette Moreau. Déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute. Merci beaucoup en tout cas aussi de ce sujet. C'est vrai que quand on n'est pas concerné, Jean-Luc, quand on n'a pas dans notre entourage ce type de choses, on peut même pas imaginer que ça puisse exister. Principalement les jeunes, malheureusement, qui prennent ça. Déjà c'est normal, quand on est jeune, on a l'impression d'être c'est eux qui payent le plus lourd tribut sur la route, et ils se rajoutent des handicaps, on va appeler ça comme ça. Donc vous avez bien compris l'idée en plus sur Sud Radio aujourd'hui, c'est de vous dire à vous tous qui nous écoutez, n'hésitez pas à diffuser l'information au plus grand nombre de vos jeunes ou des moins jeunes autour de vous au maximum. Allez, tout de suite, et pour conclure notre rendez-vous, on va vous donner la parole et vous écoutez au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Et c'est Marc que nous accueillons au standard de Sud Radio. Bonjour Marc. Bonjour Marc.
bonjour Jean-Luc et bonjour Laurence. C'est très bon anniversaire à Laurence puisque Jean-Luc a une semaine d'avance. Oui, c'est dimanche. C'est dimanche 9. Voilà, comme ça la France entière le sait. Vous allez vous en parler maintenant. Oui, mais c'est parce que je suis obligé de le préparer, Jean-Luc, parce que sinon il m'oublie. Mais Marc, si tous les ans vous avancez d'une semaine l'anniversaire de Laurence, elle va avoir 70 ans dans 5 ans, donc c'est pas bon. En même temps, jamais je te dépasserai, mon ami Jean-Luc. Allez, Marc, on vous écoute. Parce qu'on est pressé. Hein, non, il reste 4 minutes 30. Voilà, on aimerait changer la voiture de mon épouse, qui est une Ford Fiesta, qui commence à avoir un petit peu des kilomètres. Elle fait essentiellement de l'autoroute et puis de la montagne. Donc c'est 10 000 et non pas 100 000, comme je vous ai marqué sur le mail. Et 15 000 à peu près d'autoroute. Voilà, moi j'y connais pas grand-chose, mais à force de vous écouter, je serais tenté par le bioéthanol ou par une hybride. Oui. Donc, alors, il y a deux trucs. D'abord, vous faites de la montagne et de l'autoroute. Alors, qu'est-ce qui est le plus adapté à l'autoroute? On va demander à Laurence comme type de carburant. Qu'est-ce qui est le plus adapté? C'est le diesel. Alors, ça dépend du nombre. Ouais. Ça dépend du nombre de kilomètres que tu fais sur l'autoroute. Là, 15 000 km d'autoroute et de la montagne. 000, alors, en montagne, pour doubler, il faut du couple. Donc, un diesel, ça le ferait. Elle roule quand même beaucoup, hein, parce que 10 000 plus 15 000, si je compte bien, ça fait 25 000. Oh là là. Donc voilà. Deux têtes, c'est vrai. C'est vrai. Alors j'ai plusieurs propositions à vous faire dans la catégorie de la Fiesta de votre femme. Il y a d'abord la Dacia Sandero qu'on trouve en 1,5 litre DCI avec un moteur 90 chevaux. Il y a 4 places, il y a un grand coffre. C'est économique en carburant, c'est 5 litres 1 de moyenne, voilà, bon, on fera un peu plus sur autoroute, c'est confortable, c'est sécurisant en comportement. Faut les prendre en finition haute et avec des budgets serrés, on trouve plein de modèles. Pour 8 000 €, vous en trouverez une bien. Alors donc voilà, c'est voilà. Donc ça, c'est ma première proposition. Ensuite, vous avez une Renault Clio aussi, la 1,5 litre Blue DCI en 85 chevaux, qui est également sobre. C'est discret. Bon, c'est une Clio. Hein, personne vous remarquera à rouler avec cette voiture-là. Le modèle qui est sorti à partir de 2019, il y a des reprises toniques. Ça consomme encore moins que la Sandero. La moyenne, c'est 4,6 litres. À des tarifs qui sont un petit peu supérieurs, mais pas monstrueux non plus. J'aurais pu vous proposer une Clio E-Tech, mais c'est la version hybride 140 chevaux qui est plus agréable à conduire. Mais là, on va être dans des budgets plus élevés. Et vu que vous faites beaucoup d'autoroutes, l'hybridation sur l'autoroute, ça sert à rien. Comme la moitié du parcours dans l'année, c'est de l'autoroute, ça sert à rien. C'est même plus. Hein. D'accord. Voilà, donc ça, c'est mes deux premiers choix. Après, sur l'éthanol, il y a la Ford Fiesta EcoBoost Flex Fuel, mais elle est plus rare à trouver, hein, qui marche très bien, mais par contre en montagne, elle a une boîte longue et ça sera un handicap parce qu'il faudra sans cesse changer de rapport parce qu'il y a une boîte qui tire un peu longue. Autant sur l'autoroute, ça serait bien, autant en montagne, ça va être un handicap. Donc comme vous faites la moitié du trajet en montagne, pour moi c'est un peu moins bien. Bon, évidemment, quand on parle d'hybride, on pense à la Toyota Yaris. Alors la Toyota Yaris, sur l'autoroute, ça irait. En montagne, vous n'avez pas aimé parce que dès que vous allez dans une côte, le moteur il mouline. C'est vrai que c'est assez désagréable. On s'habitue avec le temps. Hein. On s'habitue avec le temps, mais franchement non. Vous m'auriez dit je fais du périurbain de la ville, c'est la première que je vous aurais citée. Mais là, pour faire de l'autoroute et de la montagne, non. Mon choix, ce serait ou Clio ou Sandero. En plus, vous avez un choix qui est pléthorique. Donc là, vous devriez facilement trouver ce qu'on veut. Exactement. Tout en diesel, hein. Les deux, alors Sandero et Clio en diesel, hein, 1,5 litre Blue DCI pour la Clio, 1,5 litre DCI pour la Sandero. Voilà. D'accord. Super. Eh ben, impeccable. On est bien là. On est pas mal. Ouais, en plus, je vous ai fait faire des économies parce que c'est deux voitures qui sont pas chères. Donc, on rebond 10%. Il y en a beaucoup, voilà. Pour reverser 10%. Ouais, pour reverser 10% pour l'anniversaire Laurence. Marc, vous habitez où pour faire autant de kilomètres d'autoroute et de montagne? Dans l'Ain. Oh, j'adore l'Ain.
C'est du Jura, côté du Jura. Pourtant, il n'y a pas de vin dans l'Ain. Ah si, tu rigoles ou quoi? Bah évidemment, il y a du très bon vin dans l'Ain. Non mais sérieux. Parce que quand Laurence dit j'adore une région, en général derrière il y a des trucs à boire. Hein. Pas que, parce que tu vois, par exemple, j'adore Lille. Comme je vous écoute depuis un moment, je sais qu'elle a une tendance. Non mais c'est parce que vous le savez pas, mais je suis une passionnée de vin et je suis aussi journaliste vitivini. Mais je suis surtout passionnée des gens qui font le vin et de tous ces gens qui travaillent notre terre et voilà. Et de ceux qui réparent nos voitures. Voilà, donc moi je suis passionnée par ceux qui bossent quoi en gros. Bon bah Marc, on vous embrasse. Merci Marc. Puis un grand merci pour votre émission. Bah, de merci, rien. bonne journée. Au revoir. Merci à vous surtout d'être avec nous. Au revoir. Salut l'ami Jean-Luc, merci beaucoup pour votre émission. On se revoit la semaine prochaine. Je vais essayer de vous trouver des régions, des questions qui viennent de régions où il y a du vin. Ouais. Bon, en France, c'est pas trop dur. Non, ça va aller. Mais vous pouvez sortir de France, il y a des jolies choses. Je reviens d'Italie où j'ai fait une belle randonnée du côté de la côte Amalfitane. Il y avait des jolis vins du côté du Vésuve, de la Campanie. Je me suis bien régalée aussi. Mais je n'ai pas fait que boire, j'ai beaucoup marché. Mais j'ai goûté tous les soirs. Et ben écoutez, moi je vous souhaite un bon week-end et puis on se dit à la semaine prochaine, donc le week-end prochain, donc ce sera mon anniversaire. Voilà, ça c'est fait. Merci à Jamel d'avoir réalisé ce rendez-vous et à Aude d'avoir été avec nous. Et Aude, elle a une bonne nouvelle, elle va rester avec nous normalement tous les week-ends au standard. On l'adore. Bisous à tous et ça continue évidemment le programme avec Parlons Immo avec Sylvain Lévy-Valençay qui prend la relève. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.